Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka, ozana posa osomba mutuka. Kande boyebi benga Gersh biashara, bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore, ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka nde batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi, hein? Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh biashara Tokos. Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara, bisika masolo ya kitoko. Nous avons tout sauf l'organisation pour devenir prospère. Tels ont été les mots du président de la République lors de la 13e conférence des gouverneurs. Vous le savez, ça s'est tenu bien sûr cette semaine. Je vais vous passer la vidéo de ce que lui-même a dit en tant que le garant de la nation, le président de la République. Je vais vous passer ce qu'il a dit et puis on va essayer un peu de voir ou d'analyser les propos qu'il a tenus. Est-ce que ça concorde avec la réalité sur le terrain? Nous avons tout. C'est une réalité de tous. Nous avons tout. Qu'est-ce qui manque à la RDC pour être ce pays de rêve pour des millions d'Africains? Les gens qui vont quitter l'Afrique, les gens qui rêvent de quitter l'Afrique pour aller en Europe. Nous avons le pays le plus riche d'Afrique, la RDC, avec des ressources naturelles estimées à 24 000 milliards de dollars. Pour ceux-là qui ne comprennent pas ça, le deuxième pays le plus riche d'Afrique, c'est l'Afrique du Sud, avec combien? 2500 milliards. Vous voyez un peu l'écart. La RDC, 24 000 milliards de dollars. L'Afrique du Sud, du deuxième, avec 2500 milliards de dollars. Mais, c'est-à-dire, si on faisait la sommation des ressources naturelles de chaque pays d'Afrique, on ne va même pas atteindre le niveau de la RDC. La RDC est tellement riche. Voilà pourquoi la RDC est convoitée partout dans le monde. Mais qu'est-ce qui explique cette nuance, cette qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce qui explique cette théorie? Qu'est-ce qui fait que la RDC, malgré sa richesse, la RDC est aujourd'hui, d'ailleurs ça a été proclamé
au mois de décembre que la RDC était les pays les plus pauvres, selon les études nationales. Et les études, y a une compagnie là qui fait les études sur le PIB, on vérifie le PIB national de chaque pays, chaque habitant consomme combien. On a trouvé que la RDC, chaque habitant dépense 2,5 $ par jour. Alors après ça, on a établi que la RDC était le pays le plus pauvre du monde, mais les plus riches d'Afrique et les plus pauvres du monde. Comment expliquer ça? Alors, je vous passe d'abord la vidéo du président de la République. Il va nous expliquer. Mais avant cela, je tiens d'abord à dire quelque chose. Il y a un docteur là, ça fait l'actualité, ça fait le buzz. Il y a un docteur, on l'appelle docteur KMB, de l'hôpital général de référence de Kinkole. Ce docteur, ce qu'il a fait, en tout cas, j'espère que les autorités, bien sûr le gouvernement congolais s'est penché sur ce dossier. On veut des résultats, on veut que ces messieurs soient sanctionnés. Il y a le ministre de la Santé qui a dit que ces messieurs, on ne veut pas voir ces messieurs être encore docteurs en RDC. En tout cas, moi, je veux plus que ça. Ce n'est pas seulement qu'ils ne soient pas docteurs en RDC. Ces messieurs doivent être arrêtés. Ces messieurs doivent être incarcérés. Ces messieurs doivent être emprisonnés. Je ne sais pas, pour 5 ans ou 10 ans, si possible. Parce que non seulement il a terni l'image même de cet hôpital, mais des docteurs en République démocratique du Congo. Vous ne voyez pas peut-être ce que cela signifie aujourd'hui quand vous avez des docteurs qui font ce genre de choses. Avec ce qui se passe sur la toile, les vidéos qui sont partagées, c'est pas seulement les Congolais qui voient ça, c'est tout le monde qui voit ça. Alors, l'impunité doit être rétablie. Vous voyez des actes comme ça, et puis c'est lui qui instruit à quelqu'un qui est à côté de filmer ça. Il ne pouvait pas dire ça s'il ne savait pas, s'il ne connaissait pas les répercussions. S'il sait seulement qu'on va juste le suspendre, il va continuer à faire ça. Mais s'il sait qu'il va être arrêté, il va être emprisonné pour ses actes, il ne peut jamais oser faire ça. Vous ne savez pas la douleur d'une femme qui vient de s'accoucher. La pauvre dame venait de s'accoucher. Il y avait eu des déchirures. Les messieurs devaient juste faire l'opération. Pendant ce temps-là, dans des hôpitaux qui se respectent, dans les pays développés, ce temps-là, c'est un temps où la femme est encore dans la douleur d'abord d'enfantement, elle est trop fatiguée, elle a besoin de quelqu'un pour lui donner encore de la force, parce que c'est la pire encore des souffrances. Après, finalement, que vous puissiez, après avoir finalement accouché, vous devez encore subir des douleurs, des déchirures. On est en train de faire l'opération, vous devez être tendre avec la pauvre dame, essayer de lui donner encore de la force, la réconforter. Mais non, ces messieurs commencent à l'insulter, à la gifler, à la tabasser. La pauvre dame, qui se sentait menacée, s'élève même, malgré cette douleur-là qu'elle avait. Elle se tient debout pour demander ce qui n'allait pas. Les messieurs continuent à la tabasser. Ça, en tout cas, c'est horrible à voir. Personnellement, j'ai vu ça. J'aurais souhaité être là. Parce que ces gens comme ça méritent d'être tabassés. Pas par des femmes, mais par des hommes. Il y a des hommes qui ne supportent pas ce genre de choses. Ces messieurs-là doivent être tabassés, doivent rosser. Cette garde républicaine que vous envoyez pour aller arrêter les hommes politiques, pour faire le sale boulot du gouvernement, envoyez ces gens-là faire ce boulot-là, ces gens des docteurs.
C'est ces messieurs-là qui a besoin d'être rossé, qui a besoin d'être tabassé d'abord, avant que la justice d'abord soit faite, avant que le problème soit traité au parquet. Les messieurs doivent être d'abord rossés copieusement avant que la justice puisse faire son boulot. En tout cas, c'est regrettable. Vraiment, c'est regrettable. Ça énerve vraiment. C'est quelque chose que je devais mentionner. Je sais que je suis là pour vous parler politique, mais quand il y a des faits comme ça, en tout cas, je ne vais pas manquer d'intervenir. Alors, je vous passe maintenant la vidéo du président de la République, le président Félix Tshisekedi Tshilombo Wamulumba. Alors, je vous prie d'être patient avec moi, parce que on dirait que j'ai un problème de... connexion là. Je m'excuse vraiment, mais ça va passer, ça va passer. Soyez juste patient avec moi. Ça va passer, hein? Bon, permettre à moi, peut-être zaki bakanda nanga, hein? Bakanda o nazaki nango, et celle que wifi et kimi nango, mais nasina kiti, kandawana ici eke. Alors, j'espère que ça va fonctionner bientôt là, parce que je me dois, comme vous le savez, sur le décryptage politique, je n'aime pas seulement venir vous raconter des choses. Les présidents avaient dit, non, j'aimerais vous dire des choses qui sont, vous passez d'abord des preuves. Le président avait dit, et puis je vous passe ce que lui-même, le président, avait dit. Je ne veux pas juste vous raconter ce que le président a dit. Alors, je vous prie de rester scotché. Je vous reviens bientôt là. Je vais juste vérifier s'il y a quelque chose. Voilà. Voilà. Je suis de retour. Ça doit passer maintenant. Juste quelques secondes. Voilà. Notre pays dispose de terres immenses, d'un potentiel halieutique considérable, d'une richesse hydrique exceptionnelle et d'une jeunesse capable de porter une véritable renaissance productive. Et pourtant, nous continuons de faire face à un paradoxe que nous ne pouvons plus accepter, celui d'un pays abondamment doté par la nature, mais encore insuffisamment organisé pour transformer cette abondance en prospérité partagée. Car, malgré ces atouts, une part importante de notre population demeure exposée à l'insécurité alimentaire dans un contexte aggravé par les conflits, les déplacements des populations, les aléas climatiques et les fragilités économiques. Ce contraste entre notre pays dispose de terres immenses, d'un potentiel halieutique considérable, d'une richesse hydrique exceptionnelle et d'une jeunesse capable de porter une véritable renaissance productive. Et pourtant,
nous continuons de faire face à un paradoxe que nous ne pouvons plus accepter, celui d'un pays abondamment doté par la nature, mais encore insuffisamment organisé pour transformer cette abondance en prospérité partagée. Car, malgré ces atouts, une part importante de notre population demeure exposée à l'insécurité alimentaire dans un contexte aggravé par les conflits, les déplacements des populations, les aléas climatiques et les fragilités économiques. Ce contraste entre l'immensité de notre potentiel et la persistance de telles vulnérabilités ne peut plus durer. Depuis le début de mon action à la tête de l'État, je porte la conviction que la transformation durable de la République démocratique du Congo passera aussi par la revanche du sol sur le sous-sol. Ce choix n'est ni rhétorique ni circonstanciel. Il procède de la vision que je porte pour notre pays, celle d'un Congo qui ne fonde pas sa prospérité uniquement sur l'extraction, mais également sur la production, la transformation, la création de valeur ajoutée locale et l'occupation intelligente de son territoire. C'est dans cet esprit que l'agriculture, la pêche. Voilà. J'espère que nous avons suivi ensemble. C'est ce que j'aime sur l'équitage politique et je pense que vous aimez aussi. Je vous passe d'abord les preuves, je vous passe ce qui a été dit avant de faire mon analyse. Et je ne cesse de vous le dire, vous êtes aussi libre d'intervenir dans les commentaires. Dites ce que vous pensez du sujet du jour, parce qu'on ne sait pas tout. On dit ce qu'on croit être bon, selon notre façon de voir les choses. Mais si vous avez toujours votre façon de voir les choses, n'hésitez pas de nous écrire. Écrivez dans les commentaires, dites-nous ce que vous pensez. Ne pensez pas que quand vous commentez, on ne lit pas, on lit tous vos messages, les injures et autres, on les lit, on lit tout. Mais j'aime toujours ceux-là qui écrivent des opinions constructives, qui donnent des avis, qui vont changer ou qui vont être bénéfiques, non pas seulement pour l'émission, mais pour les Congolais qui lisent aussi les commentaires. Alors, je reviens sur cette situation. Le président a dit, on l'a tout suivi, que le pays est tellement riche. Le pays est tellement riche, abondé de ressources naturelles, mais nous sommes en train de vivre un paradoxe que nous ne pouvons plus accepter. Selon lui, celui d'un pays abondamment abondé par la nature, mais un pays qui est pauvre. Le Congo n'est pas pauvre, mais le Congo est appauvri. Moi, je pense que c'est le président a beau dire. J'aime ce genre de discours. C'est parce que là, c'est une réalité. Le président a été véridique dans sa façon de parler, dans son franc-parler. Il a été véridique. C'est bien beau tout ça. Mais nous ne devons pas nous voiler la face. Nous devons être, nous devons dire, comme le président lui-même a choisi d'être vrai, nous devons aussi être vrais dans notre façon de faire notre analyse. Le président est à son deuxième mandat. Le président a déjà travaillé avec des personnes dans son premier mandat et il a encore ces mêmes personnes dans le deuxième mandat. Moi, je trouve que pour une bonne gouvernance ou bien pour un bon leader, déjà au deuxième mandat, le président devait savoir qui est bon et qui n'est pas bon dans son gouvernement. C'est-à-dire qui fait son boulot et qui ne le fait pas. Parce que, à quoi ça sert de dire tout ça, mais vous laissez les incompétents dans leur poste? C'est ça mon problème. Le président connaît les problèmes parce qu'il a une vision. Comme il a dit lui-même à cette 13e conférence des gouverneurs, il a dit qu'il avait cette vision depuis qu'il avait commencé. Il veut que la RDC puisse exploiter son sous-sol, son sol et son sous-sol. Il veut que
il a cette vision-là. Il veut changer les choses. Il veut changer. Vous l'avez vu l'année passée, il a lancé une ferme là, c'était tout près de Kinshasa pour qu'on commence l'agriculture. C'est beau. Il a cette vision-là. Il veut changer les choses. Mais si vous avez une vision et que vous n'avez pas les bonnes personnes pour vous accompagner dans cette vision, comment voulez-vous que les choses puissent changer? Comment voulez-vous que les choses... Parce que ce n'est pas le président qui va aller à Beni pour demander qu'est-ce qui se passe dans la province d'Ituri. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous faites ça? C'est pas lui qui va aller au Bas-Congo pour demander si le gouverneur fait ça, fait ça. S'il ne fait pas ça, c'est lui-même qui va faire. Non. Lui, il est le garant de la nation. Il est celui qui prend les décisions. S'il trouve que, selon sa vision, il y a tel qui ne respecte pas sa vision, pourquoi ne pas écarter cette personne pour que sa vision soit portée à son avènement, pour que cette vision puisse aboutir? Je vous donne l'exemple de Fifi, Madame Fifi Maswak, qui est gouverneur au Lualaba. Elle s'occupe de plus de quoi ça, de la ville de Kolwezi. Cette dame-là a embrassé la vision du chef de l'État. Si vous allez aujourd'hui à Kolwezi, vous allez voir qu'il y a du changement. Elle a construit des échangeurs. Vous voyez les routes qu'on a l'habitude de voir dans les pays développés, les routes qui s'entreposent, hein, qui se superposent. Il y a une route en dessous, une autre au-dessus. Ces dames-là sont en train de faire ça là-bas, réaliser ça là-bas. Il y a des bâtiments, des beaux bâtiments, beaux établissements dans la ville de Kolwezi. L'aéroport de Kolwezi et l'aéroport est un aéroport international les mieux sophistiqués de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que il y a cette dame-là qui veut changer les choses, qui embrasse la vision du chef de l'État et qui veut faire les choses. Je vous donne l'exemple du cas pendant la période de Joseph Kabila. Bien sûr, il y a ceux-là qui vont dire « Oh, Joseph Kabila, ça l'est le côté. Motoana Fouter, pendant 18 ans, ça l'est le côté. » Mais Joseph Kabila, parmi les personnes qui ont fait croire aux gens que Joseph Kabila, pendant son mandat, Joseph Kabila a travaillé. Je peux vous donner l'exemple de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi qui était gouverneur au Katanga pendant ce temps-là, Moïse Katumbi a réellement embrassé les 5 chantiers du chef de l'État. Pour ceux-là qui vivent à Lubumbashi, posez-leur la question, comment était la ville de Lubumbashi du temps de Joseph Kabila pendant que Moïse Katumbi était le gouverneur? On va vous dire que toutes les routes à Lubumbashi étaient asphaltées. Au centre-ville, dans les communes, toutes les routes étaient asphaltées. Il a obligé à tous les tenants des magasins au centre-ville, à partir de votre porte, à partir de la porte de votre magasin, au début de la route, à proximité de la route, c'est votre responsabilité de bétonner cet espace-là. Parce qu'on ne veut pas de la poussière au centre-ville. Et ils étaient tous obligés, parce que si vous ne respectez pas ça, on ferme votre magasin, on ferme votre shop. Alors, ça a fait que Kinshasa, Lubumbashi était propre, c'était vivable. Donc, il y a un individu qui a embrassé la vision du chef de l'État et on est en train de louer, pas seulement cette personne, mais on loue le chef de l'État. Pendant ce temps-là, les Katangais pouvaient facilement dire Joseph Kabila Oumela. Ils pouvaient dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a embrassé la vision du chef de l'État et qui est en train de faire ce boulot-là.
Maintenant, au temps de Félix Tshisekedi, Félix Tshisekedi est entouré de cette classe, de cette famille politique de l'UDPS qui est là. Bon, cette famille-là est là, la famille de politique de Félix Tshisekedi. Et le pire avec cette famille, c'est que on veut soutenir le chef de l'État, mais on ne veut pas l'aider. C'est ça le problème. On veut que le président de la République puisse demeurer au pouvoir aussi longtemps que possible. Mettons, il y a ceux-là qui chantent pour une mission. Mais qu'est-ce que vous faites pour accompagner le président dans cette mission? Kinshasa, la capitale. Les embouteillages, c'est invivable. Ça nous fait honte. Nous qui sommes en dehors du pays, ça nous fait honte quand il y a des gens qui vous disent « Toi, tu viens d'où de Kinshasa ?» Kinshasa est invivable. L'ambassadeur japonais, il a écrit sur son compte Twitter comment il déplorait la situation à Kinshasa. Il dit « C'est impossible de vivre à Kinshasa. » Parce que ou sinon, vous serez obligé de faire le pied, parcourir des dizaines de kilomètres à pied pour ne pas être coincé dans les embouteillages. Et quand vous faites ça, vous vous exposez aussi à l'insécurité, des koulouna. On peut voler à tout moment, voler votre argent, votre porte-monnaie. Donc, vous vous sentez plus en sécurité quand vous êtes dans la voiture. Mais cette voiture-là, pour arriver là où vous voulez aller, vous allez même dormir dans cette voiture-là. C'est ça, Kinshasa. Qu'est-ce que le président a fait par rapport à ça? Daniel Mumba, il est encore là. Le président lui-même avait déploré la situation à Kinshasa. Mais qu'est-ce que le président a fait? Est-ce que le président a mis à côté? Il a dit, Daniel Mumba, en tout cas, tu es révoqué. Daniel Mumba, en tout cas, je ne veux plus de toi, je veux de quelqu'un qui va changer cette situation à Kinshasa. Non, Daniel Mumba est là. Il est là parce qu'il est derrière le président Félix Tshisekedi. C'est quelqu'un qui supporte le président Félix Tshisekedi de la classe, de la famille politique. Alors, il est là. Alors, pourquoi parler de ce paradoxe? Si vous savez que vous allez toujours protéger des gens de votre famille, je ne sais pas, famille biologique ou famille politique qui vous entourent, ces gens qui sont là pas juste parce que ces gens qui occupent ces postes-là, parce que ces gens-là vous soutiennent, ces gens-là vous encouragent, ils vous sont derrière vous pour vous acclamer. S'ils ne vous acclament pas, bon, ils vont perdre leur boulot, ils seront emprisonnés. Alors ces gens-là sont là, ils aiment tellement l'argent, même s'ils ne foutent rien dans le gouvernement, ils ne foutent rien pour la population, ils s'en fichent même de la population qui les a votés. Ces gens-là se font de l'argent juste parce que ils soutiennent le président de la République et le président de la République ne peut pas les révoquer parce que ces gens-là, ce sont ces gens-là qui les soutiennent. Je ne cesse de dire ceci. Le mandat de Félix Tshisekedi, même si on change la constitution ou je ne sais pas quoi, le mandat va se terminer un jour. Un jour, il ne sera plus président. Ce qui va rester, c'est l'histoire, c'est l'héritage. Qu'est-ce que vous avez laissé en RDC? Aujourd'hui, comme je ne cesse de le dire, il y a ceux-là qui ont appuyé le président, qui croient que Joseph Kabila a fait mieux que Félix Tshisekedi, parce qu'il y avait des gens dans ces endroits-là, il y avait des leaders politiques dans ces endroits-là qui avaient embrassé la vision du chef de l'État, qui avaient travaillé, qui avaient bossé pour réaliser la vision du chef de l'État. Ça sera la même chose avec vous. Plus vous ne faites rien, plus vous laissez les incompétents vous entourer, occuper des postes qu'ils ne devaient pas occuper, l'histoire va vous juger. On ne va pas parler de ces gens-là. On ne va pas parler de Didier Boudimbu, qui était ministre des Sports, qui a signé des partenariats avec l'AS Monaco et le FC Barcelone, 66 millions de dollars qui vont quitter chaque année pour aller vers ces clubs-là.
au moment où on n'a pas de stade homologué. On ne doit pas parler de Daniel Mumba. On ne doit pas parler de qui ça, l'autre là, le ministre des Transports, Jean-Pierre Mbemba, qui avait promis de finir les embouteillages à Kinshasa en janvier parce qu'il voulait construire une autoroute de l'aéroport d'Ndjili jusqu'au centre-ville de Kinshasa. On ne doit pas parler de tous ces gens-là. On va parler du chef de l'État. Donc, si vous voulez réellement que tous les Congolais même puissent voter pour vous, si vous voulez que tout le monde soit derrière vous, mettez les compétents, mettez des gens qui vont embrasser votre vision, qui vont travailler pour la population, qui vont changer la vie des Congolais. Vous verrez que tout le monde va vouloir que vous puissiez rester. Ça ne sera même pas question de les Nangala, ça sera les Congolais qui vont s'occuper de DM23 parce qu'on va se battre pour vous pour que vous puissiez rester. Du temps de Mzee Laurent Désiré Kabila, le temps de Mzee Laurent Désiré Kabila, Mzee Kabila a été aimé de tous les Congolais. Pourquoi? Parce qu'en son temps, $1 était égal à 1 franc congolais. L'économie, vraiment, tout le monde mangeait bien, tout le monde était à l'aise, tout était bien en ce temps-là. Les Congolais, d'abord, tellement que la population est affamée, le Congolais veut d'abord voir le prix de la nourriture baisser. Si déjà vous avez déjà résolu ça, c'est déjà un grand pas. Mzee Laurent Désiré Kabila, James Kabarebe a voulu faire les coups d'État. Il a contourné toute la République démocratique du Congo pour attaquer Kinshasa à partir de l'ouest. Mzee Laurent Désiré Kabila avait fui au Katanga. Vous savez qui s'était opposé à ce régime-là? Les Quinois. Parce que lui, il pensait que non, je vais prendre le pouvoir déjà parce que ces messieurs, il a déjà fui, je vais récupérer. Non. Les Quinois sont descendus dans la rue. Ils ont dit pas question. Quand il a vu la résistance, c'est ainsi que James Kabarebe a pris fuite. Comment est-ce que les Congolais peuvent vous défendre si leur vie ne change pas? Que ça soit après Joseph Kabila, pendant votre mandat, deuxième mandat, les choses ne changent pas. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas défendre Corneille Nangaa? Parce que c'est un problème maintenant. Tout le monde se dit, oh, pourquoi il y a ceux-là qui soutiennent Corneille Nangaa? Mais d'une part, si vous essayez de comprendre ces gens, c'est parce qu'ils ne trouvent pas de différence. Et vous allez signer des accords pour donner nos minéraux, mais la vie des Congolais ne change pas. On comprend que vous voulez vous protéger, mais la vie des Congolais ne change pas. C'est bien de parler de ce paradoxe, mais qu'est-ce que vous faites en tant que garant de la nation? Les messieurs qui est chargé de prendre des décisions, qu'est-ce que vous faites? Vous avez remanié le gouvernement Soumino 2 l'année passée. On pensait qu'il y a des têtes qui allaient tomber. Non, vous avez juste changé de position. Celui qui était ministre de l'enseignement devient ministre, je ne sais pas, de sport, celui qui était... Il n'y a rien. C'est la même personne, vous les avez maintenus, juste avec différents postes. Quelqu'un qui était incompétent dans ce domaine, qu'est-ce qui vous prouve qu'il sera compétent dans l'autre? Conséquence, depuis que vous avez nommé, vous avez remanié le gouvernement, qu'est-ce qui a changé? Maintenant, là, il y aura encore un autre remaniement. Vous voulez encore changer. Enlevez toutes ces têtes-là inutiles, tous ces incompétents-là qui détournent. Maintenant, là, on parle de détournement de 3 millions de dollars. Jusque-là, on a caché l'identité de la personne, du propriétaire de cet argent. C'est ça, on se protège entre nous. On ne veut pas que les publics puissent être au courant. Enlevez tous ces incompétents-là et mettez des gens qui sont compétents. Le cas Moutamba, on ne peut même pas parler de ça. Moutamba, il est quelqu'un qui voulait faire son boulot. Mais regardez là où il se trouve. Et je n'ai pas compris le silence du chef de l'État. C'est vous qui l'avez amené à ce poste-là. Lui, il n'avait pas demandé d'être ministre de Justice dans votre régime. Mais vous l'avez appelé, il a fait son boulot, vous l'avez abandonné. Il se retrouve aujourd'hui emprisonné. Maintenant, comment voulez-vous que le pays change si vous protégez les incompétents? Il y a un autre cas. L'Afrique du Sud a repris les pourparlers avec la RDC dans le projet Inga 3. Les pourparlers vont reprendre officiellement à partir du mois prochain. Là, c'est une autre information que je vous donne. À partir du mois prochain, les pourparlers vont reprendre. Alors, de quoi il va être question?
Le projet de Inga 3 exige un montant colossal de 10 milliards de dollars. Alors, l'Afrique du Sud est prête à négocier avec le gouvernement congolais. L'Afrique du Sud est prête à donner une partie de cet argent pour financer les travaux de la réalisation de ce grand projet, de ce méga projet Inga 3. Parce que si ce projet se terminait, ça sera le plus grand barrage au monde, plus que le Three Gorges de la Chine. La production de l'électricité sera de 11 000 mégawatts. Maintenant, c'est là où le bas baisse. Sur les 11 000 mégawatts, l'Afrique du Sud, après négociation avec la RDC, l'Afrique du Sud va avoir, parce que jusque-là, on est en train de fournir 2500 mégawatts à l'Afrique du Sud. Ça va passer de 2500 à 5000 mégawatts à l'Afrique du Sud. Le gouvernement avait demandé à ce que la Banque mondiale puisse intervenir, puisse l'aider financièrement. À la première demande, la Banque mondiale avait refusé. Pourquoi? La Banque mondiale a dit comment est-ce qu'on peut fournir, on peut aider ce grand projet, on peut financer ce grand projet. Mais Inga 1 et Inga 2 déjà, qui pouvaient facilement électrifier toute la République démocratique du Congo et même les pays voisins, n'arrivent pas à le faire. Seulement aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, du temps de Joseph Kabila, c'était seulement 10% de la population de l'étendue de la RDC qui était électrifiée. Aujourd'hui, sous Félix Tshisekedi, c'est passé à 20%. Comment est-ce que vous pouvez accepter de financer des projets comme ça, mais le pays, les Congolais, il y a des Congolais aujourd'hui qui vivent dans les noirs, qui ne connaissent même pas la couleur du courant. Hein? Quand une lampe s'allume, ça quelle couleur? À part voir ça dans, je ne sais pas, dans les téléphones ou je ne sais pas. Kouilou, qui a été électrifié après l'inauguration de cette centrale par le président de la République, Kouilou était dans les noirs depuis 1960. Imaginez depuis 1960 combien de générations sont passées. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont nées dans les noirs, qui sont même mortes dans les noirs. Mais nous fournissons de l'électricité dans d'autres pays africains et on veut même amorcer d'autres grands projets pour financer les autres pays. Là, je ne parle même pas de l'argent qui est collecté de ces pays. Parce que ces pays-là fournissent de l'argent au gouvernement congolais. L'autre fois, je vous ai même dit que l'argent qui était envoyé dans le gouvernement congolais, à partir de cet argent, l'argent que les pays qui louaient notre courant, cet argent peut aider à ce que tout Congolais au pays puisse vivre sans travailler. Donc, tu ne travailles pas, tu reçois un salaire chaque fin du mois, tous les Congolais. Mais à qui profite cet argent? Mais là, c'est Inga 3. On va commencer ce projet, on va amorcer les discussions. Et puis après, on va dire que non, le pays est riche. Ce sont les Rwandais, c'est la guerre. Je n'aime pas cette histoire-là de cacher le développement de la RDC derrière la guerre. Non, nous devons d'abord pacifier le pays avant de parler de développement. Non, ce narratif-là ne fonctionne pas. Le Burkina Faso est en train de se reconstruire au moment où il y a 30% de ces terres qui sont occupées par les djihadistes. Cela n'empêche pas le développement. Donc, il n'y a rien à comparer. La guerre se trouve à l'est du pays. Les autres provinces génèrent de l'argent. Les recettes vont dans le gouvernement central. Ce n'est pas une question, ce n'est pas la guerre de l'Ukraine là où vous pouvez dire non, il y a des bombardements qui viennent de nulle part. On bombarde ici, on bombarde là-bas. Non, on sait là où se trouve la guerre. Donc, ce narratif-là, pour des Congolais qui réfléchissent, ils ne peuvent pas accepter ça. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Moi, je suis votre frère Francis. Je vous retrouve demain, Dieu voulant. Hein? On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.